Salut tout le monde, bonjour, très heureux de vous retrouver, LMV épisode 134, le meilleur est à venir. C'est parti pour 20 minutes d'échange et j'espère de bons échanges et de choses qui vont vous apporter des bonnes nouvelles, vous donner envie d'avancer, vous donner envie de changer peut-être les choses dans votre vie et vous dire que finalement ça tient à pas grand-chose. Aujourd'hui, on va partir bien sûr avec l'histoire du jour. Vous le savez, on partira du côté du Brésil. Et c'est assez incroyable parce que je n'ai pas fait exprès, mais on va aller exactement... salut Macno, ça va? On va aller exactement au même endroit, à peu près, où on était lors de l'épisode 133. Et je n'ai pas fait exprès du tout. Il se trouve que le hasard fait qu'on est en ce moment en train de voyager du côté du Brésil. Donc l'histoire, vous allez voir, on va parler de lumière, ça va être passionnant. Et c'est assez étonnant et ça se passe encore une fois au Brésil. Mais avant tout ça, évidemment, il y a pas mal de choses à vous raconter et pas mal de choses différentes aujourd'hui. On va faire un petit peu une formule un petit peu étonnante, mais vous allez voir, ça va être intéressant. Salut Rémi, tu vas bien? Ça va? Oui, salut Maribo, en pleine forme. Merci de partager la vidéo. Merci beaucoup Maribo, des Frères Lumière. Les Frères Lumière brésiliens à ce moment-là. N'hésitez pas, faites comme Maribo, partagez la vidéo et ça permettra de toucher plus de personnes et surtout de leur donner des idées, de les faire se sentir bien, pourquoi pas, et puis aussi de comprendre que dans la vie, tout n'est pas toujours parfait, mais qu'il y a des solutions. Vous comprendrez ça dans quelques minutes. Salut Marie-Cécile, tu vas bien? Ça va? C'est sympa. Et puis rappelez-vous, vous rappelez l'histoire du dernier épisode, lundi dernier, on avait été au Brésil rencontrer cette jeune fille qui avait une marque de naissance énorme, assez grosse sur le visage, là où je le décris. Je pourrais vous remontrer sa photo. Et j'avais fait une comparaison avec la diversité, c'est important et c'est vraiment passionnant. Je relaxe Maribo. Et là, c'est important. Et je vous avais montré une fleur qui avait été partagée par Mercedes, si je me souviens bien, avec une fleur avec 3 pistils, et c'était assez étonnant. Et suite à ça, Virginie m'a envoyé une de ses propres photos de fleurs. Alors un truc étonnant, je vous la montre tout de suite, regardez. Alors, on ne voit pas bien parce que, évidemment, avec mon iPad, c'est pas toujours facile. Vous avez une fleur, je ne sais pas ce que c'est. Ah bah zut, alors oui, c'est pas grave, c'est la même. Salut Manon, tu vas bien? Je pense que c'est une marguerite et dedans la fleur, c'est assez incroyable, on ne voit pas bien, je vais essayer de la mettre comme ça. Il y a une autre fleur qui a poussé juste au milieu du pistil. C'est assez étonnant, je ne sais pas si les experts connaissent ce phénomène, ça doit avoir un nom, mais c'est assez incroyable. Il y a une fleur dans une fleur, je vous mettrai le lien, je vous mettrai plutôt la photo de Virginie sur la page Le meilleur est à venir. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous maintenant parce que ça vous permet de voir toutes les vidéos si vous les ratez, tous les épisodes, etc. Ça va et vous? Oui, ça va bien maintenant, ça va très bien, merci. Et donc, je tenais vraiment à partager cette photo parce qu'elle est vraiment étonnante où il y a une fleur dans une autre fleur, comme quoi il y a de tout dans la nature et c'est ce qui fait la beauté de notre terre, c'est la diversité de toutes les couleurs et de toutes les formes, n'est-ce pas? Donc merci à Virginie pour cette photo. Et puis, alors quand même le moment suspendu du jour, ça c'était pas vraiment le moment suspendu, mais un petit peu quand même, il est de Yona. Regardez-moi ce lever de soleil, si je me rappelle bien. Il est absolument magnifique, comme d'habitude, je ne le vois pas bien, mais il est absolument magnifique. Là, je crois que c'est le mont Ventoux. Donc c'est un lever de soleil du côté du mont Ventoux. Vraiment très très beau cliché et très très beaux instants pour méditer, pour penser à la vie, etc. À ce qu'on va faire de sa journée. Vous voyez, toutes ces questions qu'on peut se poser pendant les moments suspendus, c'est-à-dire ces moments où peut-être pendant 5 minutes de notre journée, on se pose un instant et il y a quelque chose qui se passe. On voit un enfant courir, un étranger ou quelqu'un qu'on ne connaît pas, une personne qu'on ne connaît pas nous sourit. Et boum, ça provoque plein de choses en nous et on se pose des questions. Où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va réussir ça? Et c'est ça ces moments suspendus. C'est là où soudain on se pose et on se sent bien. Je vous les recommande. Et ne me dites pas que vous n'avez pas de moments suspendus. Non. Là, je ne vous crois pas. Tout le monde a des moments suspendus, c'est vrai.
Tout le monde ne les prend pas en photo, heureusement, parce que sinon on passerait notre temps à ça. Mais il y en a. Et savourez-les, parce qu'ils sont vraiment importants. C'est des trucs tout simples, mais qui sont hyper importants dans la vie de tous les jours. Alors, quoi de neuf sinon? Bah, tiens, on va rester un petit peu dans la philo de la vie, avec Camus. J'adore Camus, vous le savez. On n'aide plus un être en lui donnant de lui-même une image favorable qu'en le mettant sans cesse en face de ses défauts. C'est de la base, hein. C'est des trucs de base. Si vous ne le faites pas déjà, il faut vraiment le faire. C'est valable pour les enfants, c'est très important pour les enfants pour qu'ils puissent construire leur estime personnelle, mais c'est vrai pour les adultes aussi. C'est vrai en couple, c'est vrai pour les amis, c'est vrai, etc. C'est rien de casser. Insistons sur les points positifs de chacun, encourageons-les, et ça leur donne une certaine confiance en eux, et on peut ensuite aborder, si on a besoin, des points qui sont un peu plus difficiles. Mais normalement, ils se corrigent d'eux-mêmes. Et j'ai bien aimé ça. Alors, Estelle a partagé une image que j'aime bien. Rappel aux hommes qui pensent que la place d'une femme est dans la cuisine. C'est là-bas que sont aussi rangés les couteaux. Salut Monette, tu vas bien? Elle est bien celle-là. Merci Estelle, une belle image. Et puis vous savez, j'aime bien les marques avec détournées, avec des petites étiquettes. Lucien, on a partagé une que j'aime beaucoup. Vous connaissez Danette, hein? Vous connaissez bien Danette? Eh bien maintenant il y a Daflou. Je sais, c'est bête comme tout. Danette Daflou. Mais elle est bonne. Sinon, quoi d'autre? À propos de Facebook, saviez-vous que Facebook, médicalement, c'est utile? C'est extrêmement utile. La preuve, c'est bien Facebook, ça coûte rien à la Sécu, ça désengorge les hôpitaux psychiatriques. Qui, moi, un petit peu peut-être, un petit peu. Il faut un grain de folie dans la vie, sinon on s'ennuie. Merci Monette d'avoir partagé la vidéo. N'hésitez pas à partager la vidéo. Maintenant, vous avez un bouton. Ça permettra peut-être à certains de vos amis de se détendre un petit peu et d'avoir des idées, de se remonter le moral, etc. Salut Alexis, tu vas bien? Ouais? Super. Et puis, il y a une image qui m'a assez marqué là. C'est, vous savez, ce nouveau jeu, ce truc qui fait fureur dans les cours de récréation, le hand spinner. Et voilà l'image du hand spinner. C'est terrible. L'image de l'esclavage d'une société par rapport à un produit. Le hand spinner, il faut le connaître, hein, c'est un petit truc qui tourne, ça tourne. Et ça fait fureur dans les cours de récré en ce moment, et même chez les plus grands. Et tout le monde achète. Merci Alexis, merci Monette encore une fois d'avoir partagé la vidéo. Merci, c'est super sympa. Et on continue. Avec quoi encore? Ah, ça j'adore. J'avais dit, j'ai pas dit, j'ai rien dit. Mais je m'étais dit aujourd'hui, je fais pas de politique, mais quand même un petit peu. Parce que celle-là, elle est belle. Alors, je vais vous montrer une image. Je vais le faire en deux temps. Je vais vous montrer une image. Alors, je vais faire comme ça. Je ne sais pas que ça va marcher. Voilà. Voilà. Qui c'est ça? Hein, vous les connaissez, les Républicains. Il y en a un qui monte vers l'autre et l'autre qui lève le doigt. Et on se demande, mais qu'est-ce qu'ils peuvent bien dire? Et sur Twitter, il y en a un qui a trouvé la légende absolument parfaite. Vous pouvez faire votre idée, qu'est-ce qu'ils peuvent bien se dire? Là, il le pointe, lui il dit, oui, présent, oui, c'est moi, oui. Alors, qu'est-ce qu'ils se disent? Et regardez ce qu'a dit un gars de Twitter. Qui est le plus con parmi vous deux? C'est moi. C'est lui, c'est moi. Ah, c'est bon, c'est Christophe qui a partagé ça, c'est vraiment excellent. Ça fait du bien. Ah, j'ai oublié tout à l'heure et je voulais le signaler quand même, c'est rien de marrant, absolument rien de marrant. Je partage une image de moment suspendu, photo prise par Mireille, non pas parce que je voulais le partager. Alors l'image n'est pas exceptionnelle, mais au moment où Mireille a pris cette photo, c'était un moment très important pour elle, parce que son mari rentrait ce jour-là à l'hôpital pour une opération lourde.
Donc elle a pris un moment. Et j'avais dit à Mireille, on te soutiendra. Et l'opération s'est bien passée. Donc Mireille, si ton mari, je ne sais plus comment il s'appelle, eh ben, elle peut regarder la vidéo. On pense fort à lui et on espère qu'il se rétablira très vite. Et merci pour ce moment suspendu. On continue. Avec quoi maintenant? Ah bah, je crois que j'ai fait le tour hein, pour aujourd'hui. On va s'arrêter là. Ah oui, on va s'arrêter là. Et je voulais vous parler d'une opération très importante. Comme tout le monde, vous avez des mouches chez vous, n'est-ce pas? C'est l'été, les mouches arrivent. Je ne parle pas des moustiques, je parle bien des mouches. Mais, merci Monette, savez-vous comment tuer les mouches? Non, je suis très sérieux. Savez-vous comment tuer les mouches? Pas avec la main, non. Pas avec la tapette, non, ça s'est dépassé, c'est très 20e siècle. Il y a une manière beaucoup plus sophistiquée de tuer les mouches. Je vous la montre. Il va vous falloir ceci. Un peu de sel, un peu d'eau, ce petit bâton et ce petit caillou. Voilà, notez bien, prenez des notes. Comment tuer une mouche? Non, je vous explique comment ça marche. La mouche va aller sur le sucre, d'accord? Qui en fait est du sel. Elle va avoir soif et donc elle va se diriger vers l'eau, qui en fait est de la vodka. Comme ça, elle sera ivre et elle va trébucher sur le bâton et se cogner sur le caillou et mourir. Et voilà, c'est réglé. C'est tellement simple de tuer une mouche. Vous voulez que je recommence? Non, c'est bon, vous avez compris la tactique pour tuer une mouche? Donc, pas du sucre, du sel, de la vodka, un petit bâton et un caillou, et c'est réglé. Essayez et vous m'en direz des nouvelles. Salut Nadia, tu vas bien? Ah, j'aime. Ah, super, voilà. Suzy a partagé ça également, cette image. Ah, tiens, attention, je l'ai perdu, je vais vous la remettre. Suzy a partagé l'image. À chaque fois que tu tombes, ramasse quelque chose. C'est joli, hein? Oswald Avery. Salut Frédéric, tu vas bien? Important. On tombe, on fait des erreurs, on se plante. C'est pas grave, on apprend. Le fait de ramasser quelque chose, c'est de tirer une leçon de ce qui s'est passé. On fait tous des erreurs. Et il y a quelques jours, je vous ai parlé des petites pieuvres. Vous connaissez les petites pieuvres? Et je vous avais dit, je participe à une opération, enfin c'est pas une opération vraiment, c'est super l'astuce les vampires, oui. C'est pas vraiment une opération, c'est une façon d'aider les bébés prématurés qu'on appelle les bébés plumes aussi, je trouve que c'est plus joli, les bébés plumes, parce qu'ils sont vraiment très légers. Et j'en avais parlé dans un épisode, je ne sais plus quel numéro, il y a quelques mois de cela, où c'est un truc qui vient de Scandinavie, je ne sais plus quel pays, où des personnes volontaires fabriquent des petites pieuvres en tricot, vous savez, avec du fil de laine, et tricotent des petites pieuvres pour les donner aux bébés prématurés. Et alors on peut se poser la question, mais pourquoi? Alors je vous avais raconté toute l'histoire, comment c'était développé, parce que les bébés prématurés, naturellement, c'est comme tous les bébés, accrochent quelque chose. Et le problème des prématurés, des bébés plumes, c'est que lorsqu'ils sont dans leur lit, il y a plein de tuyaux pour la bouche, pour respirer, pour le nez un peu partout, pour une intraveineuse, et ils ont tendance à les arracher. En leur donnant une petite pieuvre, je vais vous montrer une photo, voilà celle-là par exemple, en leur donnant une petite pieuvre, vous voyez le petit bébé plume ici, il a tous ses fils, en lui donnant une petite pieuvre comme ça, là, avec les tentacules, il va avoir tendance à les attraper, qui va lui donner un signe de réconfort, il va se sentir mieux, et en même temps, il n'arrachera pas tous les fils. Et depuis que ce mouvement a été lancé en Scandinavie, eh ben, ça se passe beaucoup mieux dans ces unités, et on a besoin de ces petites pieuvres. Donc il y a besoin de volontaires pour les tricoter, mais il y a aussi un autre problème, c'est que c'est bien de tricoter, mais il faut acheter la laine. Et comme tout est basé sur le volontariat, les personnes volontaires qui tricotent les petites pieuvres ne peuvent pas payer de leur poche. Et donc je suis tombé par hasard, donc j'avais parlé de cette histoire il y a très longtemps, mais je suis tombé par hasard sur le problème d'achat de la laine.
Et je vous avais dit, si vous voulez que je vous en parle, je vous en parlerai. Qu'est-ce que tu montres, Maribo? Je ne sais pas, il faudrait que tu mettes un titre. C'est sur les bébés plumes, sur les petits pieuvres. Et donc je vous avais dit, je vous expliquerai ce qui se passe en ce moment et pourquoi je vais participer à une opération. Enfin, ce n'est pas une opération nationale, c'est juste une personne qui s'appelle Agnès et qui tricote beaucoup de bébés pieuvres. Et évidemment, il faut qu'elle paye la laine. Et, alors je ne vais pas vous montrer, je viens d'écrire, alors il faut que je cache le nom et l'adresse. Je viens d'écrire une lettre que je vais lui envoyer, je le montre très vite. Et dedans, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre 10 euros. Et pourquoi je vais mettre 10 euros? Parce que ces 10 euros vont servir à financer les pelotes de laine pour tricoter d'autres pieuvres pour d'autres bébés plumes. Et en échange, Agnès va m'envoyer des toutes petites pieuvres, tricotées elles aussi, c'est super sympa, qui vont me servir de porte-clés. Et je vous montrerai ça quand je les recevrai, je vais poster ça demain. Donc merci beaucoup à Agnès, un immense merci pour faire ce que vous faites, car c'est vraiment... Ah bah voilà, merci Maribo, le tutoriel, d'accord. Et donc moi je ne peux pas tricoter, mais au moins j'essaye de participer. Et si ça vous intéresse de participer au financement, c'est-à-dire d'aider Agnès à tricoter et acheter ses pelotes de laine, eh bien vous m'envoyez un message en MP et je vous donnerai son adresse de façon à ce que vous puissiez lui envoyer votre argent et ensuite recevoir en échange les porte-clés de bébés pieuvres qui permettront de financer d'autres petites pieuvres pour les bébés plumes. Alors je vous donnerai en MP son adresse Facebook. Après c'est elle qui vous donnera son adresse personnelle si elle le désire, car c'est quand même très personnel. Et voilà, d'ailleurs Agnès a partagé aujourd'hui, regardez, une de ses créations. Regardez, voilà. Vous voyez le petit bébé pieuvre qu'elle appelle... Mais, qu'est-ce qui se passe là? Voilà. Qui s'appelle, elle l'appelait Violette. Et donc, Violette a été donnée à un petit bébé prématuré. Imaginez-vous, ce bébé plume pèse 400 grammes. Je me suis trompé, non, c'est pas possible. 800 grammes, je crois. Mais enfin, c'est incroyable. Il fait moins de 1 kg, ce bébé plume. Moins de 1 kg. C'est 400, 800 grammes. Mais c'est absolument hallucinant. Et donc, vous voyez, la petite fille ou le petit garçon, je ne sais pas, en train d'attraper les tentacules et ne va pas arracher tous les tuyaux. Elle va lui donner du confort. Donc c'est vraiment une opération formidable. Cette dame scandinave qui a créé ça, une idée géniale, qui maintenant est en train de spread, c'est-à-dire se développer et partir dans le monde entier. Et en France, ça marche du tonnerre. Maëva avait été l'une qui est infirmière dans un service, dans une maternité, avait lancé le mouvement en France. Et maintenant, j'espère que vous pourrez également contribuer, si vous le désirez, à ce qu'il y ait d'autres petites pieuvres pour aider les bébés plumes. Un grand merci à Agnès. Agnès, ma lettre arrive, elle est postée demain. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Et maintenant, on va passer à l'histoire, parce que c'est important. Et on va retourner au Brésil. Je vous avais dit hier, il y a 2 jours, nous étions déjà au Brésil. Et on retourne encore une fois au Brésil. Je fais tout en même temps, là, je fais un petit truc. On était dans l'état, il y a 2 jours, pour la jeune fille avec sa marque de naissance qu'elle avait mise en avant. Et on était dans l'état du Minas Gerais. Et on reste dans l'état du Minas Gerais. Et c'est totalement le hasard, je n'ai pas fait exprès. Je ne choisis pas de me concentrer sur une région. Mais on va aller à peu près 300 km de là, un peu plus donc à l'ouest, c'est-à-dire au nord de São Paulo, à 800 km au nord de São Paulo, si vous connaissez le Brésil, dans une petite ville qui s'appelle Uberaba. Uberaba, c'est une ville d'à peu près 300 000 habitants, une ville comme il y en a de nombreuses, le Brésil c'est immense, là-bas. Et Uberaba, d'ailleurs le nom de la ville de Uberaba est intéressant lui-même, parce que Uberaba, ça vient de la langue locale, la langue des Amérindiens qui vivaient là lorsque les colons les Portugais sont arrivés. C'était les Amérindiens, les Tupis. Les Tupis, et en Uberaba, dans leur langue, ça veut dire l'eau vibrante, l'eau qui brille, l'eau vive. Ça, c'est l'eau qui brille. Et donc, la ville s'appelle Uberaba. Bref, à Uberaba, on va rencontrer quelqu'un qui s'appelle Alfredo. Alfredo est un Brésilien qui naît à Uberaba, qui grandit là-bas, famille pauvre, rien de particulier.
Je vois mon mec, il dit, ah, ouais, je sais, je traîne parfois, je traîne. Et donc il grandit, et puis, bon, il a des parents pauvres, bon, et c'est, vous savez, il l'encourage pas trop à aller à l'école, et il finit à peine sa primaire, et il quitte l'école pour devenir apprenti mécanicien. euh, pour apprendre un peu la mécanique, il aime bien bricoler, etc. Et donc voilà, bon. Et puis, les années passent, il grandit, adolescent, il devient adulte, il devient de mieux en mieux, il s'améliore au niveau de la mécanique, il peut réparer pas mal de choses. Il a aussi des petites idées pour inventer des trucs, tiens, pour arranger ci, arranger ça. Et donc dans sa petite ville, enfin la petite ville, 300 000 habitants quand même, de Uberaba, c'est une petite ville de province au Brésil, hein. Et il grandit là-bas, il fait chaud, il fait beau, il fait froid l'hiver un petit peu. Et puis il arrive à créer son propre atelier. Il arrive à ouvrir son propre atelier. Alors tous les matins, Alfredo va à son atelier. Son atelier, c'est juste une espèce de box, comme on dit en anglais, où il y a une grille, vous savez, une grille un volet métallique. On l'ouvre, vous voyez, je fais même le bruitage, hein, c'est bien. Et puis il rentre dans son atelier, il allume la lumière, et il travaille, il répare les voitures, les vélos, machin chose. Il fait un petit peu de tout, et il arrive à joindre les deux bouts, tout juste, mais ça va. Et puis en 1978, c'est un grand jour pour lui, il se marie avec Carmelinda. Il est tombé amoureux de Carmelinda, et elle aussi, heureusement, sinon pourquoi il se serait marié. Et donc ils commencent à vivre ensemble, une vie de famille, donc tranquillement, et les années passent, et les années passent. Et Alfredo continue sa petite vie, rendant service à certains, réparant les vélos d'autres, réparant les voitures, ou tout autre objet qui a un petit peu de mécanique, parce qu'il est très curieux et il est très... une nature curieuse, donc il essaie de comprendre les choses. Et on arrive à un jour de 2002 où Alfredo s'énerve un petit peu. Parce que le problème au Brésil, surtout en province, dans la province profonde, c'est le problème d'électricité. Salut Laure et salut Marie. Le problème d'électricité au Brésil, c'est que c'est pas fiable. En France, on a des pannes d'électricité. C'est rarissime, il faut vraiment qu'il y ait un gros orage ou quelque chose. Mais pour nous, c'est devenu normal. Mais plus que normal, ça fait comme respirer d'avoir de l'électricité lorsqu'on appuie sur le bouton. Mais au Brésil, dans certaines régions un peu plus reculées, en province, il y a des coupures de courant, parce que le système est mal fait. Bon, bref, le système est mal fait et parfois, ça coupe. Et donc, Alfredo, dans son atelier, rappelez-vous, tous les matins, il va ouvrir son atelier, il met les lumières, dedans, il n'y a pas de fenêtre. Et il est en train de travailler sur quelque chose d'important, réparer un moteur, et boum, panne de courant. Et ça dure depuis des années. C'est des pannes de courant, on ne s'y attend pas, on ne prévient pas, et tac, il n'y a plus de courant. Alors, il faut sortir tout pour travailler au soleil, c'est pas pratique, il fait chaud. Et en ce jour de 2002, Alfredo en a marre. Il se met en colère. Il se dit, c'est pas possible. À chaque fois que je veux travailler, à chaque fois il y a des pannes, et apparemment en 2002, il y en a beaucoup plus que d'habitude. Et il se dit, mais qu'est-ce que je pourrais faire? Il faut que je trouve une solution, parce que ça fait près de 30 ans que je travaille ici, tranquillement. Je gagne ma vie, mais je pourrais gagner un petit peu mieux ma vie si l'électricité n'est pas coupée et je m'obligeais à m'arrêter, à m'interrompre et à tout bouger. C'est vraiment une perte de temps très importante pour quelqu'un qui arrive tout juste à joindre les deux bouts avec son boulot de mécanicien. Et alors en 2002, il réfléchit, et vous savez comment ça se passe si vous êtes artiste, si vous êtes inventeur, si vous recherchez des idées pour quoi que ce soit. Quand vous vous posez un problème dans la tête et que vous laissez derrière dans votre esprit, vous vaquez à vos occupations, normalement, et c'est souvent comme ça, c'est pareil pour lorsque j'écris mes histoires, il y a un moment, ça fait tilt. Il vous vient une idée, vous ne savez pas d'où elle vient, peu importe, mais elle vient. Et là, il y a une idée. Et c'est ce qui se passe pour Alfredo. Toujours en 2002, il a ce qu'on appelle en anglais un light bulb moment. Je ne sais pas comment on dit en français, un moment ping, où ça fait tilt, voilà, on va dire ça. Hein. Ça fait tilt dans son esprit. Et se dit, mais il y a une possibilité. Je ne suis pas obligé d'être esclave de ces coupures de courant. Je dois pouvoir trouver une solution, mais j'ai trouvé la solution. Et la solution, elle est sous ses yeux. Et ça fait des années qu'elle est sous ses yeux. Elle est sous les yeux de plein de monde.
dans le monde entier. Mais personne n'y pense. Mais il y en a un qui y pense le premier, c'est Alfredo, dans sa petite ville d'Uberaba, en 2002. Il y a beaucoup de détritus. Les gens ne sont pas très propres. Ils n'ont pas eu l'éducation pour. Et lorsqu'il va travailler, il voit souvent des bouteilles de soda, vous savez, les grandes bouteilles en plastique de coca, trucs comme ça, ou d'autres boissons, qui sont jetées comme ça dans la rue. Et il a remarqué que lorsqu'il y a de l'eau dedans, il y a un phénomène de reflet, ça s'appelle la réfraction. Le mot scientifique, c'est la réfraction. Vous savez, quand vous mettez, par exemple, vous avez un verre d'eau, vous mettez une paille dedans, si vous regardez bien, la paille, lorsqu'elle touche au moment où elle entre dans l'eau, ça fait comme ça fait pas comme ça. Voilà, c'est ce qu'on appelle, en deux mots, la réfraction. Et il voit que ça fait des reflets, que ça brille. Il se dit que, si j'utilisais ça pour essayer de m'éclairer, je vais faire quelques essais. Ni une ni deux. Alfredo n'a peur de rien. Il monte sur le toit de son atelier. Il fait un trou rond, carrément, de la taille de sa bouteille, la bouteille qu'il a récupérée, une bouteille de coca ou quelque chose, transparente, qu'il a remplie d'eau, et il l'enfonce dans le toit, il la bouche et il l'enfonce dans le toit. Et ensuite il descend du toit, il rentre dans l'atelier, il éteint toutes les lumières, et là, la lumière fut. Alléluia, la lumière fut. Il se rend compte que la lumière, la bouteille qui apparaît dans le toit, donc par le trou du toit, réfracte la lumière du soleil et éclaire une partie de son atelier. Et là, il se dit, waouh, c'est super ça. C'est gratuit, donc ça ne coûte rien. Ça permet de récupérer des... Bon, il ne pose peut-être pas ça tout de suite, mais ça permet de récupérer des détritus, de l'utiliser à bon escient. Et c'est pas dangereux parce qu'il n'y a pas d'électricité. Il se dit, ouais, c'est super. Et là, Carmelinda vient lui rendre visite et il dit, mais qu'est-ce que c'est ça? Il dit, bah écoute, regarde, j'ai trouvé un nouveau moyen de faire de la lumière. Et Carmelinda est plus terre à terre, Alfredo est un petit peu rêveur. Il dit, mais attends, tu vas faire de la lumière avec ça, mais ça va pas marcher. Mais si, regarde, il y a de la lumière. Oui, mais ça va pas tenir, ça va pas durer. Et effectivement, au bout de quelques jours, donc le soleil tous les jours, ça éclaire de moins en moins bien. Et Carmelinda lui dit, bah tu vois, je t'avais dit. Mais Alfredo ne se laisse pas abattre. Il dit, attends, il doit y avoir une solution. Vous savez, c'est un gars qui aime bien bricoler. Et ça, il se prend au jeu. Et il va chercher la bouteille, et il essaie de comprendre pourquoi ça ne fonctionne plus. Et il se rend compte que l'eau est devenue verte à l'intérieur. Alors, il ne sait pas pourquoi elle est devenue verte, mais c'est un phénomène que moi-même je ne connais pas, mais qu'on a tous vu. C'est-à-dire l'eau devient verte parce qu'avec la photosynthèse du soleil, etc., donc l'eau devient verte, etc. Si je me trompe, ne m'en veuillez pas, je n'ai pas trop recherché parce que je ne voulais pas rentrer dans les côtés scientifiques. Et là, il se gratte la tête. Il dit, oui, c'est embêtant, s'il faut que je change l'eau toutes les semaines, c'est pas pratique. Parce il y a le trou, il faut le reboucher, parce que s'il pleut, il faut mettre quelque chose pour l'isoler. Alors il cherche, tout de suite, il a une autre idée. Ah, ça roule pour Alfredo. Si je mettais un petit peu d'eau de javel dedans, un tout petit peu, s'il met de l'eau de javel, peut-être que l'eau ne va pas devenir verte. Ni une ni deux, il reprend une grande bouteille de Coca-Cola vide, transparente, met de l'eau, il met un tout petit peu d'eau de javel, il la rebouche, il la remet sur son toit, il ferme bien pour l'isoler de façon à ce que l'eau de pluie, s'il pleut, ne rentre pas, il retourne en bas, super, il y a de la lumière. Carmelinda revient, ah bah tu insistes, eh oui, mais elle connaît son mari, elle sait qu'elle va insister de toute façon. Bon, d'accord. Et cette fois-ci, la lumière reste. L'eau reste transparente. Et là, Alfredo est super content. Il dit, ça y est, ça marche tout seul, il n'y a plus besoin de changer l'eau. Avec un tout petit peu d'eau de javel, l'eau reste claire et ça brille et ça éclaire. Alors après, il pense à d'autres choses. Parce que là, il est dans son atelier, mais il se dit, mais je pourrais économiser sur ma facture d'électricité, parce que vous imaginez bien que non... Alors, l'électricité, il y a des coupures de courant intempestives, mais en plus, l'électricité n'est pas donnée au Brésil. Et il en parle à sa femme. Et Carmelina, là, s'intéresse plus, parce que
elle dirige le budget. Ah ouais, tu pourrais nous faire économiser de l'argent? Il dit oui. Mais bon, elle veut pas trop se lancer, elle veut pas que son mari fasse des trous dans le toit un petit peu partout dans la maison. Elle dit, et si tu essayais dans la salle de bain? Ok. Donc ils ont une petite salle de bain, tac, il creuse un trou, il met la bouteille, etc. Il a fait d'autres essais entre-temps, il s'est aperçu qu'en mettant un bouchon de couleur noire, ça fonctionnait mieux. Il ne sait pas pourquoi, mais peu importe. Il fait ça. Il met un peu de résine pour isoler par rapport aux pluies. Et pendant un mois, le couple va utiliser la lumière du soleil dans cette pièce qui est sombre et qui n'a pas de fenêtre. Au bout d'un mois, la facture d'électricité arrive. Hermelinda lève un sourcil, vérifie les chiffres. Ils ont économisé 30% sur leur facture par rapport à la facture du mois précédent. Et là, Carmeline est aux anges et dit, vas-y Alfredo, mets-moi des bouteilles partout, ça va fonctionner, c'est super, on va faire des économies. Et c'est parti. Et ainsi, en améliorant cette trouvaille, pas de souci Christophe, merci de partager la vidéo. Je fais juste une interruption, si vous n'avez pas encore fait, partagez la vidéo, il y a un petit bouton juste sous la vidéo quelque part. Ça peut intéresser vos amis, ça peut leur donner du peps, etc. À bientôt en replay, Christophe. Donc, Alfredo améliore son invention, met des bouteilles partout dans son atelier, en met chez lui. Évidemment, Carmelinda en parle aux voisines et aux voisins. On économise sur l'électricité. Ouh! Et tout le monde devient intéressé. Évidemment, lorsqu'on peut faire des économies sur quelque chose qui n'est pas reliable en anglais, qui n'est pas sûr, c'est-à-dire que l'électricité est souvent coupée de façon intempestive au Brésil, donc au moins du côté de Uberaba. Donc à ce moment-là, ils se disent oui, ça m'intéresse. Et voici notre ami Alfredo, le voici, en train de montrer son invention. Vous voyez, il a carrément trouvé une solution. Un bout de tuile, la bouteille, l'eau avec un petit peu d'eau de javel, il y a un petit peu de résine, on ne le voit pas ici, et le bouchon noir pour que ça marche mieux. Et voilà, il suffit de mettre ça sur son toit avec un trou circulaire de la taille de la bouteille, et on a de l'électricité gratuitement dans la journée. Alors vous allez me dire, mais pourquoi on a besoin d'électricité dans la journée? Il y a du soleil, il suffit d'ouvrir les fenêtres. Non. Si vous habitez une maison et vous avez les moyens, vous avez de grandes fenêtres. Mais si vous êtes pauvre et si vous avez peu d'argent, généralement les fenêtres sont toutes petites. Et il fait toujours très sombre chez vous. Moi j'ai vécu au Brésil, je connais bien les favelas, j'y suis allé, et je peux vous dire que c'est vraiment tout petit. Il n'y a pas de grandes fenêtres avec des baies vitrées, etc. Donc cet apport de lumière dans la journée est absolument primordial et change la vie de plein de voisins d'Alfredo et de Carmelinda. Par exemple, des enfants peuvent étudier. On peut économiser sur les factures d'électricité. Et là, Alfredo est content parce qu'il gagne un petit peu d'argent, parce qu'il prépare, il vend un petit peu son système. Mais c'est tellement simple à faire. C'est tellement simple à faire que parmi ses voisins, il y en a d'autres qui le font eux-mêmes. Et c'est vrai que le système est tellement simple, je viens de vous l'expliquer. Même si vous n'êtes pas trop bricoleur, vous pouvez y arriver, si vraiment vous en avez besoin. Et donc ainsi, les jours passent, les années même passent. Alfredo vit bien, Carmelinda vit bien, ils peuvent même gagner un petit peu plus d'argent avec ça. Et ça aurait pu être la fin d'une belle histoire. Mais il y a autre chose qui va se passer. En 2011, donc près de 10 ans plus tard, après qu'il ait trouvé cette idée de bouteille, qu'est-ce qui va se passer? Par hasard, complètement par hasard, il y a une association, une ONG qui s'appelle My Shelter. C'est une ONG qui travaille aux Philippines pour aider les Philippins dans le besoin, les plus pauvres. Ils leur construisent des maisons. Avec quoi? Avec des bouteilles de soda. Ils les remplissent de terre, ils font des murs avec, etc. pour récupérer donc le matériel qui serait autrement dans les poubelles, etc. et qui polluerait la terre. Donc ils récupèrent les bouteilles de plastique, les remplissent de terre et ils font des murs, ils font des maisons pour les personnes les plus pauvres. Et pour les fenêtres, ce qu'ils avaient l'habitude de faire, c'était de remplir la bouteille d'eau et de faire la fenêtre avec, pour qu'il y ait de la lumière qui rentre. Donc c'est un petit peu le même principe, mais ils n'avaient pas pensé à mettre de l'eau de javel dedans.
Et lorsque l'ONG, par l'intermédiaire de son patron qui s'appelle Ilac Diaz, apprend par hasard l'invention de Alfredo, le Brésilien, ils se disent « Waouh, mais c'est super ce truc-là ». Aux Philippines, il y a 15 millions de personnes qui n'ont pas accès à l'électricité du tout. Rappelez-vous, Alfredo, c'était des coupures d'électricité. Mais là, aux Philippines, il y a 15 millions de personnes, les plus pauvres bien sûr, qui n'ont pas du tout accès à l'électricité. Ilac Diaz, donc le responsable de cette ONG, se rend compte du potentiel. C'est facile à faire. Il fait quelques essais et il commence à partager cette invention un peu partout aux Philippines. C'est tellement simple à construire. Et ce que fait cette association, elle ne fabrique pas les bouteilles, les systèmes inventés par Alfredo, mais elle enseigne aux gens à le faire eux-mêmes. Et ces gens-là, eux-mêmes, vont dans leur quartier enseigner aux autres. Si bien qu'en quelques années, plus d'1 million de personnes aux Philippines s'éclairent avec l'invention d'Alfredo. Et c'est hyper important pour eux. Parce que ça veut dire que dans une maison, une masure, enfin une masure, les toits sont en tôle, hein, vraiment les trucs très très pauvres, on peut enfin avoir de l'électricité. Ça permet aux enfants de pouvoir rester à la maison, de ne pas rester toujours dehors, de pouvoir étudier. Ça permet de pouvoir faire la cuisine de meilleure façon. Et MyShelter développe ça, partage l'information, partage le système, et tout ça au fil des ans se développe, et atteint au jour d'aujourd'hui plus de 15 pays dans le monde. Il y a plus de 15 pays dans le monde qui utilisent ce petit système tout simple inventé par Alfredo. Incroyable! Alors je vais montrer Alfredo. Voilà. Aux Philippines, ça sert pour l'atelier du gars qui répare, je ne sais pas, les petits taxis, je ne sais pas comment ça s'appelle. Dans les cuisines, vous les voyez, les bouteilles, la cuisine à la maison, ça permet de travailler ça. Une autre, dans un autre pays, voilà, dans la cuisine avec sa petite bouteille, seulement éclairée par la lumière du soleil, c'est tout. Ici, en Colombie, pareil, une dame qui fait la cuisine, elle a sa petite bouteille, il y a le soleil, vous voyez la simplicité des lieux. Mais au moins, elle voit très clair. Et elle peut faire sa cuisine et faire tout ce qu'elle a besoin de faire. Ici, on continue, au Kenya. Au Kenya, même chose. C'est des centaines de milliers de personnes qui maintenant utilisent ce système de bouteilles. Vous voyez, c'est lui, il sait comment faire, il a vu sur Internet et il explique à celui-ci comment on fait. Donc, et avec la résine qu'on met ici, ça dépend des pays, etc. Alors, c'est une belle histoire. À partir d'une petite invention, toute simple, qui ne coûte rien, c'est en train de se développer dans le monde entier, partout dans ces pays où il n'y a pas d'électricité, où l'électricité est interrompue trop souvent, de façon à ce que les gens puissent s'éclairer dans leur maison. Je vous rappelle, ce sont vraiment des maisons de base, je ne sais pas comment dire en français, slums en anglais. Et donc, c'est vraiment, ça change la vie de ces gens-là. Et ça permet aux gens de ne pas rester toujours dehors, surtout les enfants, de pouvoir rentrer dans la maison, de faire leurs devoirs et de jouer, de façon à être plus en sécurité, surtout dans ces quartiers-là. MyShelter, et c'est pas fini, hein. MyShelter est même allé plus loin. Ils se sont dit, bon, c'est bien pour le jour, mais la nuit, ça marche pas. Alors c'est bien d'avoir l'électricité le jour, c'est déjà un gros progrès, mais la nuit, il n'y en a pas, parce qu'ils n'ont pas de toute façon l'électricité. Et MyShelter a réussi, cette ONG, à trouver un système, je ne l'ai pas là, je ne vais pas vous le montrer, mais je vous l'explique en 2 mots, avec un mini panneau solaire qu'on accroche à un fil électrique, avec une LED, vous savez, les LED qu'on met, on met ça dans la bouteille, le mini panneau solaire est au-dessus du bouchon, on met ça dans le toit, et ça permet d'avoir de l'électricité qui est emmagasinée par le panneau solaire pendant la journée, pendant 3 ou 4 heures la nuit. Formidable. Et ça, c'est la prochaine étape maintenant. Mettre ces mini panneaux solaires dans les bouteilles pour qu'ils aient l'électricité la nuit. Électricité gratuite, sans danger, qui dépollue les environs parce qu'on récupère les bouteilles de plastique et qui éclaire. L'éclairage est assez intense parce que c'est entre du 40 et du 60 watts. C'est absolument formidable. Alors, maintenant vous allez peut-être me poser la question, et Alfredo dans tout ça?
Est-ce qu'il a eu quelque chose en échange par rapport à cette invention? Ben non, il n'a rien eu, Alfredo. Parce qu'il a partagé son invention comme ça, tranquillement. Il n'est pas très éduqué. Je rappelle, il a quitté l'école à la fin de la primaire. Il ne connaissait pas le système des patentes, de déposer les inventions. Et maintenant, c'est trop tard. Et puis de toute façon, il sait qu'il y a des gens qui, grâce à lui, peuvent vivre mieux. Et ça lui fait chaud au cœur. Alors, on peut lui tirer notre chapeau à Alfredo. Grâce à sa bouteille, il fait un bien absolument incroyable aux gens qui vivent dans le monde sans électricité. Il leur a permis de voir un peu mieux. Et rappelez-vous, Alfredo, il habite où? Si vous avez suivi depuis le début de l'histoire, il habite à Uberaba, un mot de la langue amérindienne Tupi. Et qu'est-ce que ça veut dire ce mot? Eau vive, eau brillante. On aurait voulu inventer cette histoire, personne n'aurait cru. Mais c'est assez incroyable quand même. Merci Alfredo, merci pour cette invention qui change et qui va continuer à changer des millions et des millions de personnes à travers le monde. Belle histoire, non? Ah, ça fait plaisir. On va se quitter avec la phrase du jour, qui est signée, bien sûr, partagée par Suzy. Phrase d'Aristote. Être heureux ne signifie pas que tout est parfait, cela signifie que vous avez décidé de regarder au-delà des imperfections. Alfredo, il est heureux. Tout n'est pas parfait dans sa vie, mais avec Carmelinda, il forme un beau couple. Il n'a pas gagné des millions grâce à son invention, il a amélioré sa vie, et peut-être que des âmes charitables, des avocats l'aideront à avoir des droits sur ça, mais peu importe. Pour lui, le plus important, c'est d'avoir aidé les autres. Et le meilleur est à venir, c'est ça aussi. C'est de savoir aider les autres et de ne rien attendre en retour. Parce que de toute façon, on aura quelque chose qui viendra d'une manière ou d'une autre. C'est pas beau? Épisode 134. Épisode 134, c'est fini. Je suis un petit peu ému parce que moi j'aime bien le Brésil et l'histoire d'Alfredo m'avait beaucoup ému. On se retrouve prochain épisode 135. Ça sera vendredi. Et puis d'ici là, passez une excellente soirée. Et lorsque vous appuyez sur le bouton de l'électricité, ayez une petite pensée pour Alfredo en vous disant qu'il y a des gens formidables sur Terre, comme vous et moi. À bientôt.